Bonjour. Déjà, au nom des associés et des collaborateurs d'Eurogroupe Consulting, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence consacrée à la culture client. Alors, pour nous présenter en quelques mots, Eurogroupe Consulting est un cabinet de conseil indépendant d'essence européenne avec 400 collaborateurs en France et une présence dans 38 pays grâce à notre réseau Next Continent. Et donc, je suis Marc Siblini et j'aurai le plaisir d'animer cet événement avec Arnaud Alzan. Bonjour. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet de la culture client? Chez Eurogroupe Consulting, nous intervenons régulièrement et depuis des années sur ces sujets liés à l'amélioration de la satisfaction client. Alors que ce soit au travers de l'amélioration de la qualité de service, de l'excellence et des postures relationnelles, de l'évolution des modèles de service, on remarque qu'il y a une constante autour de la culture client. Et donc, c'est un sujet que nous avons souhaité traiter en particulier aujourd'hui. Alors, pour débattre ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir 2 dirigeants et un enseignant-chercheur. Ils vont nous apporter leur regard et leur retour d'expérience sur notre sujet. Alexandra Cerizet, bonjour. Vous êtes la directrice de cabinet de Sophie Bellon, qui est la présidente de Sodexo. En quelques mots, Sodexo, c'est un groupe multiservice qui est présent dans 60 pays et qui sert 100 millions de consommateurs. Olivier Gavalda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Crédit Agricole Île-de-France. Crédit Agricole Île-de-France est une banque assurance présente sur tous les segments de marché, du particulier à la grande entreprise, en passant par des associations et des collectivités publiques. Vous gérez au quotidien 1,6 million de clients. Daniel Ray, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en marketing à Grenoble École de Management. Vous êtes spécialisé dans l'évaluation de la satisfaction client et la fidélité. Vous êtes également le cofondateur du COS, qui est un outil de mesure et de développement de la culture client des organisations et des collaborateurs. Alors, venons-en maintenant à notre question du jour. Culture client, comment transformer l'essai? Alors, nous avons choisi de rythmer cet échange autour de 2 thèmes. Donc, premièrement, pourquoi s'intéresser à la culture client et quels bénéfices en attendre? Et deuxièmement, quels sont les leviers pour agir et soutenir la culture client? Alors, vous pouvez interagir avec nos invités en envoyant des questions dans l'onglet questions-réponses du webinaire. Nous prendrons vos questions à la fin de chacune des séquences. Donc, n'hésitez pas. Arnaud, je te laisse démarrer. Merci Marc. Pourquoi s'intéresser à la culture client? Quels bénéfices en attendre? Alors, si on définit la culture client comme des croyances, des valeurs, des attitudes qui sont partagées au sein de l'entreprise et qui placent le client et sa satisfaction comme une priorité absolue, alors on peut estimer que cette première partie, c'est une véritable provocation finalement. Il est socialement inadmissible aujourd'hui pour une organisation, ses représentants, de dire qu'ils se désintéressent des moyens qui favorisent une bonne expérience client, une bonne expérience usager ou la satisfaction client. Pourtant, à y regarder de plus près, nous constatons bien souvent que la satisfaction peine à être une préoccupation fondamentale des organisations à tout moment. 3 causes peuvent, de notre point de vue, expliquer cette situation. La première, c'est qu'au-delà des poncifs, le client est roi, c'est lui qui nous paye, la satisfaction client n'est pas encore considérée par la majorité comme un levier déterminant ou efficace de performance économique. Nombreux sont les managers qui ne font pas suffisamment confiance à la satisfaction client pour atteindre des objectifs de performance qui leur sont assignés. La satisfaction client, et c'est le deuxième point, est souvent synonyme dans l'esprit de nombreuses parties prenantes de coûts complémentaires et donc du coup antinomique à ce titre au principe d'une bonne et saine gestion d'entreprise. Enfin, se préoccuper de satisfaction client peut être encore perçu par certains comme le domaine réservé de spécialistes, d'un silo, celui des fonctions en contact client et du marketing. Pour cela, nul besoin de préoccupation client au sein des fonctions support ou dans le cadre de la définition, la stratégie d'entreprise. Alors, à l'inverse de ces constats, nos invités du jour ont fait de la préoccupation client une de leurs propres priorités au quotidien. Pour quelles raisons? Qu'en attendent-ils? Alexandra, qu'est-ce que la culture client chez Sodexo? Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots? Et surtout, pourquoi la culture client est une préoccupation clé pour votre entreprise? Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous.
Alors, Sodexo, c'est une entreprise de service qui existe depuis 55 ans. Ce sont des hommes et des femmes qui offrent des services à d'autres hommes et femmes organisés en communautés, que ces communautés soient une entreprise, une université, une école. Et donc, par définition, la satisfaction client, c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Sans satisfaction client, sans qualité de service, nous n'existons pas. Nos valeurs chez Sodexo, qui sont extrêmement ancrées dès l'origine et qui continuent d'être perpétuées, c'est esprit de service en premier, esprit d'équipe et esprit de progrès. Et ce sont des valeurs qui sont profondément ancrées dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise et auprès de chacun des collaborateurs, quel que soit son poste, son département, sa fonction. Après, ce qui est intéressant, c'est d'écouter nos clients. Que disent nos clients? C'est assez intéressant parce que nos études clients, lorsqu'on les interroge sur ce qu'est Sodexo, avant même de parler du produit, ou du service lui-même et de définir Sodexo comme une entreprise de restauration collective ou multiservice, ils vont parler de la relation, de l'humain et de cette relation client qu'on peut avoir avec eux. Et c'est une de nos grandes forces, c'est un de nos axes de différenciation. Et j'aimerais souligner à cet égard que la crise que nous venons de traverser et dans laquelle nous sommes encore relativement englués a été une forme de révélateur de cette satisfaction client et de ce que représente Sodexo et notre service pour nos clients. Effectivement, nos collaborateurs sont des personnes qui ont été là en première ligne, qui ont continué d'assurer leur service au-delà des contraintes de la peur. Et donc, cette culture du client, cette culture d'être là, d'assurer, a été très présente, même au début de la crise, dans tous les pays dans lesquels nous sommes, puisque Sodexo est installé à Wuhan, donc là où la crise a commencé, notamment dans des hôpitaux, et nous avons toujours été très présents. Et ça a été extrêmement reconnu et remercié par nos clients parce que nous étions là. Merci, merci Alexandra. Olivier, vous avez fait de la culture client une préoccupation centrale pour le Crédit Agricole Île-de-France. Qu'est-ce que vous attendez du développement de cette culture? Pourquoi avez-vous donné cette priorité? Écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole. Il y a 5 ans, en fait, le Crédit Agricole Île-de-France est une banque, c'est assez rare dans le monde Crédit Agricole, mais challenger sur son marché francilien. Et quand je suis arrivé au Crédit Agricole Île-de-France, on a décidé d'engager une politique de développement très ambitieuse avec des objectifs de gain de part de marché très élevés. Alors, évidemment, une fois que vous avez fixé des objectifs, c'est comment fait-on pour réussir ces objectifs? Alors, bien sûr, en s'appuyant sur les forces traditionnelles du Crédit Agricole, modèle de relation 100% humain, 100% digital, où c'est le réseau, nos agences, les hommes et les femmes de notre banque qui vont faire la différence, en étant évidemment aussi une banque universelle bien connue, avec une panoplie d'offres très large et avec un pricing très, très mesuré. Mais une fois que vous avez mis ça en place, tout cela est évidemment absolument nécessaire, ce n'est pas suffisant pour aller beaucoup plus loin et dépasser nos rythmes de conquête traditionnels. Et donc, en fait, je me suis appuyé sur un raisonnement assez simple, que connaissent bien les commerçants, qui est que finalement, un client satisfait, d'abord, il est plus fidèle. Donc ça, c'est assez simple. Et puis, surtout, et ça, toutes les études le montrent de façon assez forte, c'est qu'un client qui est vraiment satisfait de vos services, il va surtout vous recommander à votre entourage. Donc, on a fait de la recommandation et donc de la qualité du service un marqueur extrêmement fort pour faire de la conquête. Et donc, on a décidé de devenir la banque préférée des Franciliens. Donc, nous avons beaucoup progressé en 5 ans pour ne plus être très loin d'être la banque préférée des Franciliens, donc ce qui sera fait, je pense, en fin d'année 2021. Et pour vous donner un chiffre, il y en a beaucoup que je pourrais vous citer, mais
alors qu'on était sur des rythmes de conquête de nouveaux clients autour de 60 000 clients par an. Depuis 4 ans, nous sommes passés à 100 000 clients par an, voire même plus, 110 000. Donc on a vraiment énormément accéléré et la recommandation de nos clients a été un formidable levier de conquête. Merci. Alors, Daniel, la parole à vous. Vous êtes un spécialiste de l'évaluation de la satisfaction client. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette thématique particulière de la culture et de l'orientation client? Bonjour à tous. Merci au groupe de me permettre de témoigner là-dessus. Alors, le constat vient, en tout cas chez moi, de 2010 et d'un constat très simple, d'un total décalage entre ce que montre, moi en tant que chercheur, ce que je lis dans la recherche, qui montre que s'orienter client, c'est extrêmement rentable, voire dans un marché concurrentiel, fortement concurrentiel, ça devient juste un basique pour survivre. Ça, c'est ce que montre la recherche depuis fort longtemps. Et puis, les pratiques des entreprises qui venaient nous voir, qui nous disaient, écoutez, on essaye, on tente, on fait plein de choses, mais finalement, on se rend compte que le ROI est souvent négatif et on ne comprend pas. Et moi, je voyais vraiment ce décalage fort. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe? Et en regardant simplement, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de base qui était, on ne sait pas très bien où on va, c'est mal défini, vous en avez parlé vous-même, et il n'y avait pas de diagnostic et on ne savait pas très bien quelle était la vraie rentabilité et les chemins. Voilà pourquoi on s'est intéressé à ça plus spécifiquement. Alors, justement, quels sont les bénéfices d'une forte culture client? Qu'est-ce que dit la recherche académique à ce sujet? Alors, si vous m'y autorisez, je vais montrer juste, vous devez voir à peu près mon écran, j'espère. Je vais vous montrer juste quelques petites choses. Si vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon. Oui. Merci. La première chose, alors je vais résumer des années de recherche, donc c'est très simplifié. En revanche, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on mesure mal, c'est finalement quand je m'oriente client, ce que disaient les précédents interlocuteurs, exactement, c'est qu'est-ce qui se passe quand je m'oriente client? Ça marche ou ça ne marche pas? On parlait de recrutement tout à l'heure. Globalement, il y a 4 chemins qui mènent à la rentabilité. Le premier est évident. Si on s'oriente client, c'est pour faire vivre à nos clients une expérience meilleure. OK, je ne vais pas y revenir, même si ce n'est pas aussi simple que ça. En revanche, les 3 suivants sont moins connus. Le premier, il n'y a pas d'ordre. Le premier, c'est la baisse des coûts. On peut se dire, Arnaud, vous le soulignez tout à l'heure, au contraire, s'orienter client, ça va être plus coûteux. Non, ça va être moins coûteux, parce qu'on fera mieux du premier coup. Par ailleurs, nos coûts de fidélisation vont baisser, et surtout nos coûts de conquête, je reviens à ce que disait M. Gavalda tout à l'heure, nos coûts de conquête vont baisser, parce qu'ayant une très bonne réputation, finalement, les gens vont venir nous chercher plus directement. La troisième chose, c'est la capacité à innover. Alors là, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus qui montrent qu'une entreprise qui est orientée client est capable de proposer des innovations bien plus intéressantes et avec un bien meilleur ROI que les autres. Et puis surtout, et là je vais prendre un peu le contre-pied de la fameuse, ce qu'on appelle en français la symétrie des attentions, et qui vient d'un courant de littérature qui s'appelle la Service Profit Chain, et qui nous dit intéressez-vous à vos collaborateurs, parce que si vous satisfaisez vos collaborateurs, alors vos clients vont être plus satisfaits. Je n'ai rien contre, au contraire, sauf que là on part à l'inverse en disant ce que nous montre la recherche, et là vraiment moult recherches à l'appui, c'est que plus vous vous orientez client, plus vos collaborateurs sont engagés et satisfaits. Ce qu'on comprend assez facilement. Pourquoi? Parce que ça a plus de sens. Si on est tous engagés dans la même direction, alors ça se passe mieux. Donc concrètement, j'ai extrait juste 2 ou 3 chiffres issus de l'instrument dont vous avez parlé tout à l'heure. Concrètement, quand je m'investis dans l'orientation client, qu'est-ce que ça rapporte? Alors, on a été voir différentes entreprises, un peu dans des domaines différents. Des KPI clients, premièrement, le NPS. Tout le monde connaît le Net Promoter Score. On a donc pris, avec nos chiffres, le top 5 des points de vente les plus orientés clients au sein d'une même entreprise, pour que ce soit comparable, bien sûr. Puis, on a pris le flop 5, en ayant mesuré avec l'outil de diagnostic. On s'est dit, tiens, au fait, est-ce que ces gens-là satisfont de la même façon leurs clients? Le résultat est clair. 11 points d'écart. Pour ceux qui utilisent cet indicateur, ils savent très bien que 11 points d'écart, ça ne se gagne pas comme ça. Ce n'est pas du hasard. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est des années de travail. Mieux encore, les entreprises, les points de vente les plus orientés clients, leur NPS est en croissance de 15 points de plus que la croissance du NPS des flop 5. Donc, comme vous voyez, là, la rentabilité est claire d'un point de vue du NPS. Maintenant, si j'arrive à des KPI de performance, pour terminer là-dessus, pareil, on était dans une autre entreprise, très grande entreprise que tout le monde connaît ici.
en grande distribution spécialisée. On a pris les 50 magasins les meilleurs en culture client, puis on les a comparés aux 50 magasins les moins bons en culture client. L'intérêt, c'est que c'est comparable. Et alors, on a extrait 3 choses qui intéressaient beaucoup le directeur général de cette entreprise. C'était moins le chiffre d'affaires que c'était l'évolution qui l'intéressait. Comment ça évolue. Et donc, l'évolution du chiffre d'affaires, regardez entre les top magasins et les flop magasins uniquement du point de vue de la culture client, plus 80. Le panier moyen, plus 50. Et surtout, le taux de transfo, c'est-à-dire sur 100 clients qui rentrent dans un magasin, il y en a combien qui ressortent avec un produit, c'est l'indicateur absolument majeur en grande distribution, fois 3,2. Je pense que les dirigeants qui sont là avec nous, quand vous voyez ça, globalement, vous vous dites, ah ok, bon, ça vaut peut-être le coup. Voilà quelques exemples de résultats parmi d'autres qu'on peut montrer. Merci, merci Daniel, effectivement, c'est très clair et criant. Alors, du coup, Alexandra, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est faut-il chercher à mettre la culture client absolument en équation, à démontrer son ROI, comme vient de le faire Daniel Ray avec des chiffres de la recherche et des chiffres opérationnels. Est-ce que c'est vraiment le prix à payer pour s'assurer de l'engagement des collaborateurs et notamment celui du top management? Alors, mettre en équation chez Sodexo, je dois vous avouer, non. Pourquoi? Comme je le disais, hein, c'est notre mission d'être au service de nos clients. Donc, pas besoin de démonstration, j'ai envie de dire. Maintenant, ça ne nous empêche pas de suivre des indicateurs. L'indicateur qui est absolument clé, c'est la rétention. Et Olivier, vous en parliez, un client qui est satisfait, il va rester avec vous, il ne va pas voir ailleurs. Donc, l'indicateur de rétention est quelque chose que nous suivons et pour lequel nous avons des ambitions très élevées puisque nous visons plus de 95% de rétention auprès de nos clients. Bien entendu, nous suivons le NPS et je rebondirai sur un élément par rapport à cet effort d'équation ou de KPI de manière à convaincre l'ensemble de l'entreprise. Nous n'en avons pas nécessairement besoin puisque nos collaborateurs sont en première ligne, ils sont sur le terrain. Donc, le consommateur satisfait, pas satisfait, je peux vous dire qu'ils le voient du premier coup. Ils sentent ils prennent le pouls de la satisfaction du client au plus proche du terrain. Maintenant, pour Sodexo, nous avons une évolution de notre business model qui est en cours et qui est très intéressante puisque nous sommes une entreprise de B2B, mais le consommateur a un rôle central. Donc, nous avons une relation contractuelle avec des entreprises, des écoles, des universités, des prisons, des stades, enfin voilà, un certain nombre d'organisations. Mais le consommateur du service, ce sont des individus. Et de plus en plus, nous devons atteindre ces individus, ces consommateurs. Et bien entendu, nous devons nous assurer de la satisfaction non seulement du client, mais du consommateur. Et assurer cette relation triptyque. Là, ça nécessite d'avoir des outils peut-être plus industriels, plus scientifiques que ce qu'on pouvait avoir dans le passé, non pas pour se convaincre que la satisfaction de nos consommateurs est utile et va générer des bénéfices, hein, là encore c'est notre raison d'être, mais pour pouvoir la mesurer, ajuster le tir si besoin, et effectivement j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais travailler avec nos clients de manière à définir nos offres pour coller le plus possible aux besoins de nos consommateurs. Donc, c'est là qu'un certain nombre d'indicateurs, NPS ou satisfaction consommateur, sont nécessaires pour pouvoir mesurer l'impact en amont plus qu'en aval. Très bien, très clair, merci. Olivier, le Crédit Agricole s'est engagé depuis des années sur la mesure de la satisfaction client, de la recommandation avec l'IRC. En quoi le travail sur la culture client que vous avez mené est-il complémentaire, déterminant, différent? Alors effectivement, nous avons dans l'ensemble du groupe et notamment dans les caisses régionales beaucoup investi sur ce qu'on appelle l'IRC, mais qui en fait est le NPS dans le jargon marketing usuel. Donc ça a été une vraie source de benchmark et de progrès.
compris pour nous au Crédit Agricole d'Île-de-France. Nous avons d'ailleurs lancé le NPS pour chaque agence en intégrant évidemment cela dans les bonus des collaborateurs, etc. Enfin, ce que font aujourd'hui à peu près toutes les banques. D'ailleurs, ça a été un formidable levier, hein, puisque, par exemple, pour le Crédit Agricole d'Île-de-France, sur ces 275 agences, nous avons progressé de plus 30 points. Tout à l'heure, M. Ray disait plus 9. Vous voyez, l'effort qui a été fait est absolument énorme et décisif par rapport aux objectifs que nous avions. Néanmoins, il y a 2 ans, on a noté que cet indicateur commençait à avoir de sérieuses limites, notamment dans l'animation, dans le fait que les clients commencent un peu à en avoir marre d'être interrogés quand on leur demande s'ils sont contents, pas contents, moyennement contents, etc. Enfin, on commençait à observer des dérives sur cet indicateur-là. Et donc, nous l'avons abandonné, par exemple, sur les agences. Hein, c'est un indicateur qui n'existe pas. Et dans notre démarche COS, nous sommes engagés sur d'autres indicateurs. Par exemple, aujourd'hui, les agences sont animées plutôt sur la qualité des processus particuliers, par exemple en collaboration, le crédit habitat, le crédit conso, où on a des indicateurs de mesure sur la qualité de réactivité, de vitesse, de proactivité par rapport aux clients. Et puis, sur un levier qui représente aujourd'hui une énorme source d'entrée de nouveaux clients, c'est les avis Google qui sont déterminants. On mesure que dans la banque, à peu près 30% des entrées en relation du choix de l'agence est fait par nos clients, enfin est fait par les Français en interrogeant les avis Google. Donc on s'est énormément mobilisé là-dessus. Et puis, on avait une deuxième limite sur le NPS, c'est que pour les équipes de back-office, de middle office, bon, finalement, ce n'est pas nous, c'est l'agence, c'est la qualité du conseiller, c'est sa proactivité, etc. Donc, les équipes, je dirais, de soutien n'étaient pas très concernées, en tout cas opérationnellement, par le NPS. Et c'est pour ça qu'on a lancé le COS et la culture client. On a intégré dans beaucoup d'éléments de l'entreprise, de sa gestion, de la gestion notamment des processus et l'évolution des processus de l'entreprise pour que toute l'entreprise et pas uniquement celui qui est en face du client soit mobilisé sur la qualité client. Donc vraiment, cette démarche COS nous permet aujourd'hui de passer à un stade supérieur et de véritablement devenir la banque préférée des Franciliens. On a vraiment cet objectif en tête et uniquement cet objectif. Donc voilà, c'est un moyen d'aller plus rapidement et de façon plus stable sur cet objectif de devenir la référence qualité dans les banques, pour les banques d'Île-de-France. Très bien, merci, c'est très clair. On arrive à la fin de cette première partie, mais il y a peut-être des marques, des questions. Oui, effectivement, on a pas mal de questions. Alors, on va en retenir quelques-unes. Peut-être une première pour vous, Olivier. En fait, une question sur finalement la capacité à faire vivre une culture client dans un univers très réglementé qu'est la banque. Donc dit autrement, finalement, par rapport à vos collaborateurs, comment est-ce qu'on peut en même temps leur dire il y a des règles auxquelles vous ne devez absolument pas déroger et puis il y a des endroits où vous devez faire preuve d'un peu de souplesse et d'écoute vis-à-vis des clients. Comment faites-vous vivre ces deux tendances? Oui, enfin, moi, je n'ai pas de souci, d'abord parce que, pour le coup, tout n'est pas réglementé non plus. Hein, donc, enfin, franchement, on fait des choses, on peut faire des choses sans subir la réglementation. Et puis, dans la façon de construire l'approche, le processus, notamment réglementaire, c'est justement là où, si vous avez cette dimension client, moi, je peux vous assurer, que ce soit dans une démarche de KYC ou toutes les démarches de conformité, vous pouvez intégrer de façon, d'ailleurs, c'est ce que font très bien les néobanques, hein, qu'on n'a pas su faire nous, de façon voilà, très, très vertueuse. Je parle des banques plus traditionnelles. Donc, justement, je pense qu'on peut construire des choses en étant complètement complémentaires, en étant tout à fait transparent avec le client, en expliquant et surtout en lui facilitant la vie. Moi,
Je vois par exemple sur le KYC, hein, pour les amis banquiers, cette salle virtuelle, on a des contraintes de conformité extrêmement fortes sur la connaissance du client. Eh bien, on a monté des processus digitaux pour faciliter la vie du client, pour lui permettre de faire ça très, très facilement, de soulager la contrainte pour les collaborateurs, mais aussi pour ne pas empoisonner la vie des clients. Je prends un exemple sur les associations ou les entreprises. Bon, c'est extrêmement lourd, il faut chercher beaucoup d'éléments liés au statut de l'entreprise ou de l'association, etc. Donc, on a monté des processus, et ça, ce sont les équipes de back-office et de middle-office qui l'ont monté, avec une vision d'abord client, productiviste, mais surtout une vision client. Comment je fais pour alléger ce que je demande au client, qui est vécu par le client comme une contrainte? Bon, on va chercher de façon automatique, avec des robots qui permettent de lire automatiquement, par exemple, des statuts et de rechercher les éléments, de les pré-remplir pour éviter de le redemander au client. C'est un exemple qui peut paraître un peu... mais qui est extrêmement important. Les équipes l'ont fait, non pas dans un souci de recherche de productivité, mais avec le souci, c'est comment je peux alléger la contrainte au client, comment je peux alléger la contrainte au chargé d'affaires pour pré-remplir et faciliter, fluidifier la relation. Et donc, si vous mobilisez toute une entreprise là-dessus, ces contraintes-là restent évidemment des contraintes, mais notre objectif, c'est d'alléger la contrainte pour nos chargés d'affaires et surtout pour nos clients au final. D'accord. On a une deuxième question autour du passage à l'action du top management. Et finalement, comment est-ce qu'on favorise cette mise en mouvement vers la satisfaction client, et notamment par rapport, voilà, au management et un peu de volume. Peut-être que, Alexandra, si vous avez pu expérimenter cela. Ou... Alors, pour nous, le top management, il n'a pas besoin d'être convaincu. Hein. C'est notre raison d'être. Sans satisfaction client, il n'y a pas de business. C'est aussi simple que ça. Alors, effectivement, nous sommes une société de service. Hein, donc, je le rappelle, par définition, voilà, on opère, on offre un service sur site ou hors site. La société est aussi une société avec un actionnariat familial fort. Et donc, cette mission, cette raison d'être, hein, elle est très ancrée de par l'origine de la société, la famille, l'ancrage et cette conviction que l'ensemble des dirigeants ont d'assurer cette mission. Nous ne sommes pas une société à impact telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être, de société à impact. Hein. J'ai envie de dire, nous, notre mission, on l'a depuis 55 ans. Et elle vient du top management. Donc, le top management est extrêmement convaincu. Et comme je le disais, il est convaincu. Les gens sur le terrain sont convaincus aussi. Par rapport à des questions qui peuvent se poser, c'est les fonctions support, potentiellement. Mais les fonctions support, elles sont là pour aider, pour fluidifier les processus. Et elles sont là aussi convaincues puisqu'elles se nourrissent des feedbacks clients. Le service qu'on offre à nos clients, il est plus ou moins, mais plutôt plus que moins, co-construit avec nos clients. Et il est en amélioration permanente. Et il est nourri des retours que nous avons de nos clients. Nous sommes sur des contrats en moyenne de 5 ans et nous avons tout un processus qui permet de suivre la relation client au moment où on ouvre le contrat, j'ai envie de dire à mi-parcours et au moment du renouvellement du contrat. Donc, de manière assez systématique, on essaye de capter le feedback qualitatif, quantitatif de nos clients et aussi bien les départements qui sont en première ligne, mais les départements
j'ai envie de dire plutôt support, hein, qui aide à améliorer les processus. D'accord, merci beaucoup. Alors, on est juste en timing, mais peut-être juste un lien, parce qu'il y a une question intéressante aussi vis-à-vis du management, et Daniel, peut-être que vos recherches ont pu éclairer ça. Est-ce que vous constatez un lien entre satisfaction client et organisation horizontale versus une organisation plus pyramidale? Est-ce qu'il y a un lien? Alors, oui, je pense notamment, alors je suis désolé, je vais être un peu précis, je pense à une méta-analyse très intéressante qui a montré, qui s'intéressait aux conséquences de l'orientation client et qui s'intéressait aussi aux antécédents. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être plus facilement et mieux orientée client? Et il y a un point majeur, alors je vais le dire avec mes mots à moi, hein, c'est trop de centralisation, je n'ai pas dit centralisation, hein, trop de centralisation nuit très fortement à la culture client. Voilà. Ce n'est pas un scoop, mais là, c'est clairement démontré. Ça veut dire que plus on se dit, on va renforcer, on va processer tout ça, chacun va jouer dans son silo et tout ça va être centralisé, ça nuit clairement à la vraie orientation client dont parlait Alexandra tout à l'heure. C'est moi sur le terrain, moi aussi à la direction financière, Olivier l'évoquait, moi aussi RH, on est tous vers le client. Et si je suis coincé par cette centralisation, ça ne peut pas marcher. Mais on va y revenir dans quelques secondes. D'accord. Écoutez, merci pour ces réponses. Je propose de passer au deuxième thème. Donc, quels sont les leviers pour agir et soutenir la culture client et comment embarquer les équipes? Alors, vous l'avez évoqué, hein, même si les conséquences sont très tangibles, finalement, la culture client, ce sont des croyances et des valeurs partagées, ça reste donc de l'immatériel. Ainsi formulé, on est en droit de se dire finalement qu'agir sur des croyances et des valeurs est plutôt complexe et requiert un effort de longue haleine, voire ne se contrôle pas. Alors, autant de caractéristiques qui peuvent détourner légitimement d'une action en ce sens. Pour autant, notre expérience montre au contraire que la culture client peut et doit se travailler avec trois leviers qui nous semblent essentiels. Un, l'objectivation de la situation initiale, donc vraiment mesurer, connaître son point de départ. Deux, formuler une ambition. Et puis trois, embarquer l'ensemble des parties prenantes. Et donc le COS, Olivier en a parlé tout à l'heure rapidement, donc, dont Eurogroup Consulting est un partenaire privilégié, est un bon moyen pour prendre le pouls de la culture client et de faire cette photo de départ. Peut-être Daniel, donc vous avez cofondé le COS, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire notamment, en lien avec ça, quels sont les incontournables du management de la culture client? Merci, oui. Alors, le COS, comme on vient de le dire, et Marc, vous le dites mieux que moi, c'est parti de ce dont je parlais tout à l'heure, qui est concrètement comment on s'y prend, comment on y va, c'est compliqué, même si dans des entreprises comme Alexandra, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, c'est naturel de partir de là. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Les entreprises ne sont pas toutes nées avec un ADN là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Or, elles doivent toutes y aller. Donc, c'est compliqué. Donc, cet outil diagnostic que nous, chercheurs, on a essayé de mettre au point, il avait un objectif prioritaire, très simple, c'est savoir sur quoi, moi, Olivier, moi, Alexandra, je dois jouer en priorité et où je dois jouer en priorité pour transformer l'essai, comme le titre de ce webinaire. C'est comment je fais pour être plus orienté client et pas uniquement le front office, ceux qui sont en contact de clients, mais bien l'ensemble, parce que c'est l'ensemble. Ça a été souligné tout à l'heure. C'est bien l'ensemble des gens. Donc ça, de ce point de vue-là, je vais le caricaturer en disant c'est un peu l'anti-NPS. NPS est quelque chose de global. Et on se dit, sur quoi on agit maintenant? Nous, on voulait faire vraiment quelque chose de très chirurgical. Et Olivier pourra témoigner, j'espère, sur le fait qu'en effet, c'est très chirurgical. C'est le moins qu'on puisse dire. On agit là-dessus, etc. Et surtout pas, voilà, on en est là, puis so what, quoi, voilà. De ce point de vue-là, je crois que, mais vous en témoignerez mieux que moi, l'essai est plutôt réussi. En revanche, il y a quelque chose que je voudrais ajouter, parce qu'on n'avait pas du tout mesuré. Donc ne vous moquez pas trop de nous, mais on n'avait pas du tout anticipé. Et Olivier en a parlé, c'est l'effet accélérateur de finalement la démarche COS. Rien que le fait d'y aller, ça emmène beaucoup de gens. Et je pense que Marc et Arnaud, vous pouvez aussi en témoigner, ça emmène beaucoup les gens. Et donc finalement, la démarche COS n'est pas uniquement l'outil et le diagnostic, non, ça va plus loin, naturellement, indépendamment de l'outil et du diagnostic, ça va beaucoup plus loin. Voilà pour l'aspect, pour répondre à la question sur le COS. Concrètement, si la culture client, comment ça se manage, pour répondre à votre question, Marc, comment ça se manage? Si la culture client, ce sont des croyances et des valeurs partagées qui font qu'on sait comment se comporter,
Eh bien, ces croyances et ces valeurs viennent de deux choses, hein, complémentaires et indissociables. La première, il n'y a pas d'ordre non plus. La première, c'est l'orientation client de l'organisation. C'est ce que vous voyez, vous, au quotidien. Tous ces signaux, faibles et forts, qu'on se renvoie tous en disant « Ah, tiens, ah oui, tiens, finalement, c'est important le client » ou « C'est pas important le client ». On nous dit que c'est important, mais c'est pas important. Ou au contraire. Ça, c'est l'orientation client de l'organisation. C'est le premier pilier du COS et donc de la culture client. Le deuxième pilier, c'est l'orientation client des collaborateurs, de chacun des collaborateurs. Parce que moi, collaborateur au Crédit Agricole Île-de-France, chez Sodexo ou ailleurs, j'ai ma vision à moi, mon passé, j'ai bossé avant ailleurs, etc. Et on peut mettre tous les KPI, tous les process, toute l'organisation, tous les mythes, les petites histoires. Si moi, je ne m'inscris pas là-dedans, moi, ça va être plus compliqué. Et donc, si on veut agir sur la culture client, il faut bien agir sur ces deux piliers. Sachant pour terminer que le pilier sur l'organisation, ils ont été évoqués. Il y a trois grands piliers dans l'organisation. L'impulsion stratégique, on a deux exemples ici avec nous, hein, l'impulsion stratégique, la connexion au client. Et la connexion au client, ce n'est pas juste le fait de dire on mesure la satisfaction. Non, 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 non. C'est ce que disait Alexandra tout à l'heure. C'est est-ce qu'on est plugué, quoi. Est-ce qu'on est, c'est quasi, voilà. Et puis la troisième chose, c'est l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Voilà. Voilà les trois piliers pour répondre à, si on veut manager, il faut bien manager ces deux grands piliers. Et à l'intérieur du pilier dans l'organisation, trois éléments majeurs. Et puis pour terminer et répondre à quels sont les incontournables, alors je pourrais en parler pendant des heures, je vais être très rapide, citer 2 ou 3 exemples très simples. Je vous citais déjà Amazon, on peut aimer ou pas Amazon, mais en tout cas en tant que client, vous m'excusez, vous regardez tous les enquêtes de satisfaction, allez voir la CSI, allez voir partout, vous regardez ce qui est devenu Amazon en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, et vous vous dites, bon ben voilà quoi. Et donc Amazon ne cherche pas à rendre l'expérience du client meilleure, pas du tout. Non, non. Amazon vise d'abord, et c'est Jeff Bezos qui le dit lui-même, à créer toutes les conditions pour que l'ensemble des salariés soient obsédés par la satisfaction client. Voilà. Ça ressemble un peu à ce que disait Alexandra tout à l'heure. C'est exactement ça. Mais là, c'est l'obsession d'Amazon et de Jeff Bezos. Et donc, dans le recrutement, et donc partout, on crée de la culture. Créer de la culture, l'expérience client suivra. On créera des produits adaptés aux clients, on répondra correctement de façon aux clients, etc. Et c'est pour ça que je m'inscris parfaitement dans ce que dit Olivier, qui était son problème de créer cette culture-là, parce que la suite va venir. Dernier exemple, dans l'impulsion stratégique, par exemple, moi je suis un farouche partisan dans une grande entreprise, il y a des gens qui ont dit il faut absolument que l'intérêt du client existe dans toutes les décisions du COMEX. Alors il y a plein de solutions, il y a la chaise vide du client, il y a plein de choses. Moi j'ai une chose qui marche bien, qu'on a observé, hein, Arnaud pourra en parler aussi tout à l'heure, c'est une sorte de chacun à notre tour, y compris le DAF, y compris le COO, y compris bref, on est le gardien de l'intérêt du client. Donc au COMEX d'aujourd'hui, Alexandra, tiens, allez, Alexandra, c'est vous aujourd'hui. Bon, ok. Ça veut dire quoi, ce gardien de l'intérêt du client? Ça veut dire qu'Alexandra, à un moment, doit dire stop, la décision qu'on vient de prendre là, en quoi ça va rendre service au client, en quoi ça va nuire à sa satisfaction. Et toute décision passe par ce tamis-là. Voilà quelque chose de très très simple. Vous allez voir, c'est pas facile à faire au quotidien, mais ça change, ça change. Il y aurait bien d'autres exemples, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Merci Daniel. Alors Olivier, vous avez parlé tout à l'heure des fonctions support et Daniel nous rappelait aussi l'importance de cette connexion au client. Fonctions support, les back-office, des métiers un peu moins au contact du client que les fronts. Finalement, pour les embarquer, quels arguments font mouche et quel est le rôle des dirigeants dans le fait d'embarquer vraiment tout le monde? Alors écoutez, bon, ça va aller dans ce qui a été dit précédemment, hein, pour moi, les équipes sont concernées si vos actes, je parle surtout de celui du directeur général et du top management, sont cohérents avec ce que vous énoncez comme stratégie, et si vous vous impliquez très concrètement et très opérationnellement dans cette stratégie. Il ne suffit pas de dire qu'on a envie de devenir la banque préférée des Franciliens. Si c'était que ça serait simple. Et donc, par exemple, dans notre projet stratégique, hein, d'abord, j'ai limité le nombre d'objectifs à seulement 3, hein, donc il n'y en a pas une panoplie, et celui de devenir la banque préférée des Franciliens, il est central, et je ne parle que de ça. Donc il y a déjà un peu de méthode Coué, et chaque fois que je prends la parole, où que ce soit dans les équipes de back-office, que ce soit avec mes élus, au conseil d'administration, etc., je parle systématiquement du client.
il y a toujours un thème client. Et donc, ils sentent que je suis obsédé. Et donc, après, il y a un mimétisme. Vous savez, dans les entreprises, si le patron est normalement apprécié, hein, je vais juste dire ça, mais vous avez une espèce de mimétisme où vous embarquez. Donc, je crois qu'évidemment, d'abord, le premier levier, c'est l'implication personnelle du dirigeant et la cohérence de son discours avec les actes. Je vois beaucoup trop d'entreprises, hein, évidemment, on a beaucoup d'entreprises clientes qui parlent beaucoup du client, mais vous avez, je vois le directeur général, je discute avec lui, il me parle que de sa rentabilité à 3 mois, de ses problèmes de productivité, il ne me parle pas du client. Donc, il y a ce qui était dit tout à l'heure en introduction, une espèce de, voilà, il faut qu'on parle du client, tout le monde en parle, et puis le client est roi, on fait tous ces principes stratégiques, mais en réalité, le directeur général n'est pas vraiment impliqué dans la matière. Si je prends par exemple quelques exemples pour nous au Crédit Agricole Île-de-France, nous avons décidé il y a 4 ans de refondre l'ensemble de nos processus. C'est une démarche très, très importante, très large, où on a désigné d'ailleurs des responsables de processus. Alors, c'est parfois des micro-processus, hein, c'est vraiment des... Donc, on en a peigné, je ne sais plus combien exactement, je crois 280, 270, enfin, ou 300, je ne sais plus exactement. Et en fait, dans chacun des processus, j'ai demandé à chacun des responsables de processus de regarder d'abord ce qui allait améliorer la vie du client, la simplicité du process, et qu'au bout du compte, ça allait satisfaire le client. Et toutes les considérations d'ordre de rentabilité, de productivité, j'aurais dit, vous ne fatiguez pas avec ça, ce n'est pas mon problème, dans un premier temps. Et donc, vous vous centrez uniquement sur ça. Et vous serez d'ailleurs apprécié dans vos performances que si, effectivement, dans votre revisite de processus, vous trouvez de la valeur client, de la simplicité, de la réactivité, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Dans un deuxième exemple, dans un COMEX sur 2, on remonte ce qu'on appelle des irritants qui remontaient par les clients. Donc ça, c'est assez standard maintenant dans les entreprises. Hein, ces boîtes à idées, ces remontées d'irritants systématiques. Par contre, on les traite en COMEX. Et on traite du détail de chez du détail. Avec évidemment toujours beaucoup de freins, des contraintes de productivité, des contraintes de rentabilité. C'est un peu ce qui était dit tout à l'heure par M. Ray. Mais on traite l'irritant en direct et donc on prend les décisions tout de suite. Et ce n'est pas tellement pour aller plus vite, mais c'est pour montrer, et d'ailleurs les collaborateurs savent qu'en COMEX, on traite de micro-irritants qui vont améliorer la vie de nos clients, etc. Donc, on n'a d'ailleurs plus besoin de le faire maintenant, ça se traite automatiquement parce que les gens n'ont pas trop envie qu'on le traite en COMEX. En réalité, le top management et le management intermédiaire préfèrent le régler lui-même. Donc, je suis arrivé à mon objectif. Ce n'est pas tellement que je voulais le régler, c'est que ça se règle automatiquement. Voilà. Donc, je renforce ce qui a été dit. Hein. Il faut que l'entreprise sente que le DG, le COMEX, sa priorité centrale, c'est le client. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Merci pour cet éclairage, Olivier. Alexandra, peut-être une question sur le canal digital. Finalement, comment est-ce qu'on peut faire transpirer cette culture sur ce canal? Ce n'est pas toujours évident de faire cohabiter une culture entreprise et un canal digital plutôt froid. Et donc, dans un contexte où ce canal est quand même de plus en plus utilisé. Alors, en fait, ces deux canaux, l'humain et le digital, se complètent et j'ai envie de dire, non seulement se complètent, mais s'augmentent. Dans la mesure où l'objectif n'est pas exactement le même. Pour Sodexo, là encore, les habitudes de consommation donc de nos consommateurs évoluent. Ils sont de moins en moins attachés à un site. Et donc, on est en architecture ouverte. Hein. Ils peuvent être, bon, et la crise, hein, on le voit bien, hein, nous sommes en télétravail, donc vous n'allez plus au restaurant d'entreprise qui est sur site, qui est fermé. Maintenant, vous pouvez interagir, vous avez un besoin, et comment informer en tant que consommateur Sodexo de votre besoin, comment, en tant que Sodexo, interagir avec votre consommateur
quand vous ne le voyez pas. C'est là que le canal digital est un amplificateur du service. Un, on informe nos consommateurs. Deux, le consommateur nous donne de l'information. Il nous informe sur ses besoins, ses habitudes de consommation. Et donc, en tant que société, on peut se nourrir de cette information pour peaufiner, ajuster notre offre et construire cette itération qui est vertueuse. Maintenant, l'humain est là parce que dans cette relation qui est plus industrielle, plus augmentée, liée au canal digital, l'humain, c'est la saveur. C'est ce qui va rendre les choses plus personnelles. C'est ça qui va donner la valeur. Sophie Bellon, avec qui je travaille, dit toujours il faut mieux un sourire qu'une émoticône. Et c'est vrai, c'est le petit café avec la personne que vous croisez, c'est le bonjour madame à la personne qui nettoie votre bureau. Ça donne un petit peu de chaleur humaine. Et l'année qui vient de s'écouler nous montre à quel point on en a besoin. Merci. Alors Olivier, en tant que dirigeant d'entreprise, comment est-ce que vous articulez l'objectif de performance commerciale à court ou moyen terme et le travail de la culture client qui, même s'il peut délivrer des résultats à court terme, est aussi un travail de longue haleine? Alors pour moi, il n'y a pas d'opposition entre le court, le moyen et le long. Je pense que le boulot d'un chef d'entreprise, c'est de voir loin, c'est de transformer son entreprise pour atteindre de nouveaux caps, de nouveaux paliers et garantir ainsi sa pérennité. Et donc, alors pour le coup, c'est vrai que notre modèle coopératif me facilite les choses, parce que j'ai moins la pression du court terme que l'entreprise à capitaux privés, on va dire. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus facile, mais on ne raisonne pas, enfin, comment dire, un chef d'entreprise doit raisonner de toute façon long et agir court. Et donc, c'est bien ce qu'on essaie de faire dans cette culture client, en faisant le pari mais bon, qui est une conviction personnelle, mais que si on améliore, alors les résultats seront là. Donc c'est un investissement, c'est la même façon que vous en avez qui investissent dans des nouvelles usines ou dans des nouvelles technologies pour aller plus loin. Donc c'est véritablement un investissement. Et ma conviction, je rajouterai, alors c'est spécifique au monde bancaire, vous savez tous, le monde bancaire est très chahuté. Je veux dire, le monde bancaire traditionnel, les banques à réseau sont très chahutées par les nouveaux entrants, les banques directes, surtout les néobanques, etc. Et je pense, mais c'est véritablement une conviction, on verra plus tard, de toute façon, c'est les clients qui décideront à la fin, que la banque à réseau a un avenir si elle est extrêmement forte sur la dimension client et sa capacité à être réactif, à répondre rapidement aux clients, à répondre à ses problèmes. Et donc, cette dimension client est un investissement pour nous différencier des banques, des néobanques, des banques digitales, etc. etc. Donc, et là, pour le coup, il faut investir. Je vais vous prendre deux exemples pour terminer. Si par exemple, nous avons beaucoup investi, comme beaucoup d'autres, sur la robotisation, l'amélioration des processus, etc. Donc, pour gagner, comme je le disais tout à l'heure, en réactivité, en proactivité face aux clients, mais aussi pour gagner en productivité. Ces gains de productivité, je ne les mobilise pas, c'est-à-dire que je ne fais pas d'économie. Et je demande aux équipes pour lesquelles, notamment dans les bacs et dans les middle, où on a gagné en productivité, de mobiliser cette productivité pour faire du sur-mesure, lancer de nouvelles offres, améliorer les processus, parce que c'est un investissement, parce que ça va améliorer la satisfaction du client. Donc je ne mobilise pas les gains de productivité, pas tout de suite. Évidemment, on est gestionnaire et on fait en sorte d'être les plus efficaces possible, mais voilà, ça c'est un investissement. De la même façon, on est engagé, j'aime bien le parallèle qui a été fait tout à l'heure par M. Ray sur l'innovation et les banques orientées clients. Nous, on est très branché innovation, comme
vous le savez pour ceux qui suivent le monde bancaire, hein, très en avance et très investi. J'ai par exemple banni tout calcul de ROI. Je bannis le ROI dans les démarches d'innovation, avec une idée assez simple, c'est s'il y a un ROI, alors c'est pas assez disruptif. Et donc, tant pis, on a une enveloppe d'investissement qu'on a décidé, qui est cohérente avec les capacités de l'entreprise. Et puis, tant pis si on jette de l'argent par les fenêtres. Je le dis un peu provoque, mais c'est réellement ça. Et c'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs à faire des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginées, parce que si on avait calculé un ROI au départ, je suis sûr qu'on ne l'aurait pas fait. Et donc, voilà, c'est ces deux exemples qui montrent que si vous voulez progresser dans votre orientation client, il faut investir, il faut mettre de l'argent sur la table, des moyens sur la table, sans trop se demander si cela aura des répercussions ou des retours à court terme. Ben, merci Olivier. Alors, on voudrait prendre un peu de temps pour discuter finalement des actions aussi un peu fortes que vous avez pu réaliser ou observer les uns et les autres. Alexandra, pour travailler justement cette culture, quelle est l'action la plus emblématique au sein de ce DEXO pour soutenir la culture client? Alors, j'ai envie de mentionner deux choses. Je vais être assez rapide par rapport au débat que nous avons pu avoir. Tout le monde rencontre les clients. Et par rapport à des questions qui ont pu être posées, tous les dirigeants, tous les patrons de départements de fonction support, au moins une fois par an, vont rencontrer des clients. Donc, on va sur site, on appelle ça on va sur site, hein, et on rencontre des clients. À titre illustratif, pas plus tard qu'hier, alors c'était pas un client mais c'était un fournisseur, j'ai été sur site, rencontrer un fournisseur, passer toute une journée chez un fournisseur. Donc c'est ce sens du terrain, ce sens du besoin du client, tout le monde doit s'en imprégner. Ça, c'est extrêmement fort. Le deuxième axe qui est extrêmement fort et qui a été évoqué par l'ensemble d'entre nous depuis le début de la réunion, c'est la construction de l'offre. Nous co-construisons nos offres avec nos clients. C'est très fort parce que nous identifions les besoins des consommateurs, nous construisons l'offre et nous sommes en mesure de l'adapter pour répondre le plus finement possible aux besoins de nos clients. Et donc, c'est cette relation qui est constante, qui est presque fusionnelle, qui doit l'être, à laquelle nous travaillons, qui favorise, bien entendu, la culture client. Merci. Peut-être Olivier, même question, s'il y avait une action. Oui, je vais en citer deux aussi, je vais en profiter, mais j'aime bien l'idée d'Alexandra qu'on met en œuvre aussi. Pareil, tous les membres du COMEX doivent aller en agence, rencontrer des clients, faire des entretiens commerciaux pour se rendre compte. Donc, d'ailleurs, on ne décrète plus, ils le font assez naturellement. Moi, j'aimerais vous citer deux. La plus forte, et finalement qui est assez simple, mais qui souvent est l'objet de beaucoup de réserves de dirigeants de banque, c'est qu'on a donné il y a 3 ans la capacité à tout collaborateur de régler une demande, une réclamation client avec des délégations de rétrocession extrêmement larges, sans justificatif. Et donc, alors ça, évidemment, au départ, on a plein de réticences. Ouh là là, ils vont nous retrocéder, tout. En réalité, ils sont beaucoup plus responsables qu'on l'imagine. Ils ne font pas n'importe quoi parce qu'ils sont assez centrés sur aussi l'intérêt de l'entreprise. C'est pas antinomique. Mais ça a été un levier, évidemment, de responsabilisation de management extrêmement important, mais aussi de traitement d'un nombre de réclamations qui remontaient avec des cascades de tampons, de hiérarchie. Voilà. Donc, on a. Et en fait, d'ailleurs, c'est la visite d'Amazon, pour la petite histoire, qui m'avait incité à aller plus loin, parce que pour le coup, c'est très fort aussi chez Amazon ou chez Walmart, enfin, en tout cas dans les entreprises américaines. Ça, c'est la première. Et la deuxième, qui est un peu dans le même ordre d'idée qu'évoquait Alexandra, c'est dans notre démarche d'Open Innovation, on fait maintenant des appels à projets où, en fait, tout collaborateur, où qu'il soit, quelle que soit son ancienneté, son âge, son expérience,
peut intégrer une équipe projet dans nos méthodes agiles de gestion de projet pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, sont complètement débranchés de leur poste et contribuent au projet. Et c'est par dizaines de collaborateurs, et c'est extrêmement important parce que, pour le coup, ils se diffusent dans l'entreprise. D'abord des gens de réseau qui sont en contact client, des gens de back-office, de middle, etc., des jeunes, des moins jeunes, etc., qui coopèrent ensemble autour d'un projet d'innovation, d'évolution d'offres, d'une recherche d'un nouveau processus, etc. Et c'est un énorme levier de diffusion dans l'entreprise. Alors évidemment, c'est les moyens, parce que ceux qui sont sortis de leur poste, il faut les remplacer. Donc, ouais, c'est un investissement, hein, ce n'est pas neutre, mais ça a un impact extrêmement important sur la diffusion de l'orientation client dans l'entreprise. Merci pour ces témoignages, Daniel. Peut-être en tant qu'observateur de nombreuses entreprises, est-ce que pour vous aussi, vous avez une ou deux actions un peu fortes que vous avez pu observer? J'ai rien à dire de plus, j'en aurais beaucoup évidemment, mais comme vraiment je suis, j'espère que c'est enregistré pour qu'on puisse, que tout le monde entende ce qui vient d'être dit, parce que je n'ai rien à ajouter à ça en termes de priorité. Il y en aurait bien d'autres évidemment, hein, mais par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure et ce qui vient d'être dit dans les deux cas, ça me paraît vraiment fondamental. Et je prends bien en note quelque chose que je n'avais pas, entre guillemets, conscientisé, c'est ce que vient de dire Olivier à l'instant, sur le fait que, en effet, obliger les gens à se mélanger, mais les obliger, entre guillemets, à se mélanger, permet, je reprends l'image du virus, mais si vous voyez, bon ben voilà, c'est la même chose. Voilà, la culture client est un virus, positif cette fois-ci. Plus les gens se mélangent, et bien plus ça va se diffuser vite. Et c'est un accélérateur, je l'avais, merci Olivier, je ne l'avais pas théorisé entre guillemets comme ça, mais en effet, je pense que ça se construit, ça. Le savoir est la seule matière qui, quand on la partage, s'agrandit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pascal. Hein, donc, voilà. Bon, alors on est un tout petit peu juste. Peut-être, est-ce qu'il y a une question qu'on a à répondre ou on va conclure? Je pense que bon, on peut conclure. Bon, bah oui, parce que bon, le sujet est passionnant et sans fond. Bon, du coup, on va effectivement respecter notre engagement de terminer à midi. Bah, écoutez, on voudrait vraiment très chaleureusement vous remercier, Alexandra, Olivier, Daniel. Vraiment un grand merci pour votre présence et votre témoignage, très très riche. Bah, écoutez, vous avez été assez nombreux à nous suivre. On vous remercie tous au nom d'Eurogroupe Consulting. Oui, alors vous allez, merci beaucoup. Et merci aussi à ceux qui ont posé des questions. Nous essaierons aussi d'y répondre plus tard. Vous allez très prochainement recevoir par mail un lien avec le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à suivre Eurogroupe Consulting sur LinkedIn et Twitter pour rester informé de notre actualité. Et évidemment, marquez-moi, nous sommes à votre disposition pour échanger sur la culture, sur le COS et sur comment faire bouger ces éléments-là et transmettre ce savoir, comme vous l'évoquiez, en très bonne conclusion. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.